أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله الطاهرين الطيبين وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب سهلا إذا شئت فسهل اللهم لنا هذا الدرس واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل اللهم منا بقبول حسن واجعل اللهم سبب فلاحنا ورقينا في الدارين الدنيا والآخرة. Amma ba'd, chers élèves, chers enfants, chers amis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans cette deuxième séance à votre cours de l'histoire de l'islam sur la partie qui parle de l'islam et sa civilisation en Afrique centrale, en grand C. Donc, comment l'islam s'est-il propagé en Afrique centrale? On dit les explorateurs arabes dans les livres appellent cette partie qui comprend le Tchad, le Cameroun et une partie du Darfour de l'actuelle République du Soudan, le Soudan central. Lorsqu'on vous pose la question en islam, en matière en histoire de l'islam, qu'est-ce que veut dire l'Afrique centrale en histoire de l'islam? Il s'agit de ces pays-là, le Tchad, le Cameroun et une partie de Darfour. Darfour qui se trouve actuellement au Soudan, dans la République du Soudan. C'est ce qu'on appelle le Soudan central. C'est ce que les explorateurs ont appelé le Soudan central. Cette partie est appelée dans les livres des explorateurs arabes Soudan central. Voici comment ils ont le nom qu'ils ont donné à ces pays-là et voici le nom qu'ils ont donné à ces pays de Soudan central. Donc, lorsqu'on dit en islam de l'Afrique, en islam et sa civilisation en Afrique centrale, si on parle de l'islam et sa civilisation en Afrique centrale, il s'agit de ce nom-là. Les royaumes de Kanem, Borno et Bakourni et de Valais sont parmi des grands royaumes islamiques qui y furent fondés. Et aussi, dans cette partie, les musulmans aussi ont fondé beaucoup de royaumes. Donc, les grands royaumes qui ont été formés dans cette partie, ce sont les trois royaumes que nous avons cités. Donc, Kanem, Borno, et de Bakourni et de Valais. Donc, les royaumes que nous allons essayer de développer dans les lignes suivantes. Donc, premièrement, nous allons commencer par le royaume de Kanem Borno. Le royaume de Kanem Borno est considéré comme la plus grande des royaumes islamiques qui est émergé au centre de l'Afrique. Il est considéré comme ça, comme le plus grand des royaumes islamiques qui a émergé au centre de l'Afrique. Il fut fondé il est fondé où? On dit il fut fondé autour du lac Tchad, en englobant les parties situées entre le Nil et le pays des Faisans au nord. Et le pays des Faisans au nord, voilà où il est fondé. Voilà où il est fondé. Il s'est étendu, voilà, il a été fondé là-bas et finalement il s'est étendu à l'ouest jusqu'à Bahr el-Ghazal. Bahr el-Ghazal signifie en français la rivière au Ghazal. La rivière au Ghazal, ça s'est étendu jusqu'à la rivière au Ghazal. Il est actuellement, lorsque nous partons à la recherche de ce royaume sur le plan géographique, on va les trouver actuellement divisés entre le Nigeria actuel, le Niger, le Tchad, le Cameroun, certaines parties du Soudan, de la République centrafricaine et une partie de la Libye. Voilà, aujourd'hui de nos jours, avec la division des terres africaines en petits morceaux, nous allons trouver ce royaume-là réparti, divisé entre les pays que nous avions dit. Ce royaume fut créé par qui? Qui l'a créé? Nous avons donné la situation de ce royaume. Il faut connaître aussi qui a formé le royaume.
Donc ce royaume fut créé par la dynastie Sefoua. Qu'est-ce que veut dire dynastie Sefoua? On dit faisant référence à Saif ibn Di Yazan. Donc ça fait référence à quelqu'un qu'on appelle Saif. Donc vous constatez ici, si vous regardez bien, on dit Sefoua. Sefoua, mais dans le nom du monsieur à qui fait référence, il y a Saif. Donc c'est le mot qui a été transformé en Sefoua. Donc lorsqu'on dit Sefoua, Sefoua fait référence à quelqu'un qui s'appelle Saif ibn Di Yazan. Donc ce sont les Sefoua qui ont fondé, qui ont créé ce royaume. Qui sont ces Sefoua là? C'est une famille dont les membres avaient au 9e siècle du calendrier grégorien immigré du nord au sud dans le pays des Kanem. Donc dans le pays des Kanem, ils ont immigré au 9e siècle. Situé au nord de lac Tchad, au nord-est du lac Tchad, où ils fondaient le royaume dénommé Kanem Bornou, qui est un des anciens royaumes islamiques du centre africain. Donc voilà un peu sur le royaume de Kanem Bornou. Donc le deuxième royaume que nous allons expliquer, c'est le royaume de Bagirmi. Donc il fait partie des royaumes qui ont été formés, qui ont été créés en Afrique centrale. Le royaume de Bagirmi est situé au côté sud-est du lac Tchad, dont la capitale était Massina. Lorsqu'on vous demande quelle était la capitale du royaume de Bagirmi, dites le royaume de Bagirmi a pour capitale Massina. Où il était situé? Il était situé au côté sud-est du lac Tchad. Au sud-est du lac Tchad. Donc, fut fondé par qui? Fut fondé par le roi Birmi Bez. Donc, Birmi Bez, d'abord, c'est lui qui a fondé ce royaume. Mais il était un roi idolâtre. Il était un roi idolâtre, il n'était pas musulman. C'est comme si le royaume a été fondé par un idolâtre. Vers 1513. Vers l'année 1513 grégorien, voilà là, et le royaume a été fondé. Considéré comme le premier roi. Mais après, comment le royaume est-il devenu un royaume islamique? C'est ce que nous allons expliquer. Donc le royaume a été considéré comme un roi islamique, est considéré donc, à travers quand les musulmans ont pris les affaires, ont pris le monopole, ont pris monopolisé le royaume. Et cela a commencé quand il dit considéré comme le premier roi musulman, le roi Abdullah bin Malo. Donc il y a un qui s'appelle Abdullah bin Malo. Ben Malo, ça veut dire Abdullah, le fils de Malo. Donc Abdullah, son père s'appelait Malo. Le mot Ben en langue arabe, ça veut dire fils de. Donc c'est lui, il a régné du 1561 à 1602. Eu un rôle important. Donc ce dernier a joué un rôle important dans la propagation de l'islam dans ces royaumes qui étaient constitués des tribus arabes. Donc ces gens, le royaume a été constitué finalement des tribus arabes, Pélo et Kanouri et des autochtones. En raison de sa position géographique, donc ce royaume de Bagirmi n'a pas vécu longtemps et n'a pas vécu le peu du temps qu'il a vécu, il ne l'a pas vécu dans la stabilité et dans la sécurité. Pourquoi? Donc c'est ce qu'il va nous expliquer. Il dit en raison de sa position géographique entre le royaume de Kanem Bornou que nous avons déjà abordé et celui des vallées, un autre grand royaume qui a été créé en Afrique centrale, en raison de la position du royaume de Bagirmi entre ces deux royaumes. Ce royaume, ça veut dire le royaume de Bagirmi ne connaît ni stabilité ni sécurité tout au long de son histoire, car il fut victime d'agression de la part de ses voisins. À chaque moment, les voisins essayaient de
de l'occuper et de les joindre à leur royaume. Donc ils n'ont pas eu de sécurité ni de stabilité. Donc comment le royaume a pris sa fin? Donc il a pris sa fin à l'époque, sa fin ressemble à celle du royaume de Kanem Borno. Rabbi Fadlallah l'attaqua. Il y a un roi qu'on appelle Rabbi Fadlallah qui était parmi les rois des pays, des royaumes voisins, dont il attaqua Bagirmi en 1892, donc perturbant ainsi sa sécurité. Quand il a attaqué, il a perturbé sa sécurité intérieure, puis s'empara. Donc le royaume fut alors obligé de chercher protection auprès des forces colonisatrices françaises. À cette époque, les Françaises étaient déjà sur le terrain. Donc, il était obligé de chercher sa chose au refuge vers ces derniers. Donc, il annexait dans son protectorat. Donc, vous voyez comment ce royaume s'est fondu finalement, donc, grâce à l'attaque de ses propres voisins. Donc, il nous reste maintenant le royaume de Doudaï. Le royaume d'Oudaï est un autre royaume de l'Afrique centrale. Donc, le royaume d'Oudaï dans les régions orientales de l'actuel Tchad. Donc, il était situé dans les régions orientales de l'actuel Tchad. Il était fondé par qui? Par les Toujours. Il y a une tribu, un peuple qui s'appelait les Toujours à cette époque. Ce sont eux qui ont créé dans ce royaume. Jusqu'au début du XVIIe siècle, quand Abdelkarim Benjami, un savant descendant des Abbassides, Abdelkarim Benjami, un savant descendant des Abbassides, venu du Soudan, prit le pouvoir. Donc commença à appeler à l'islam. Quand lui a pris le pouvoir, il a commencé à appeler à l'islam. Et lorsque sa réputation se répandit et que le nombre de ses adeptes augmenta, quand il a eu cela, réussit à vaincre les Toujours. Qu'est-ce qu'on sous-entend de cela? Ça veut dire que c'était le royaume des Toujours. Donc quand ce dernier Abdelkarim Jami est venu, donc il a commencé à appeler les gens vers l'islam. Et quand il a eu beaucoup d'adeptes et beaucoup de disciples, donc voilà, il a combattu les Toujours et il a réussi à les vaincre. Il fonda ainsi avec l'aide des tribus arabes. Donc il a pensé maintenant à fonder quelque chose qu'on appelle un royaume d'Oudaï. Donc il a fait ça à l'aide des tribus arabes qui résidaient dans la région. Ces tribus arabes, entre parenthèses, c'était les tribus Mahamides, une tribu qui s'appelle Mahamides, les Maharia, les Mawabia, El Iraga et Bani Halba. Donc les tribus différentes, c'était des tribus différentes et arabes avec l'aide de qui donc Abdelkarim a réussi à faire son travail. Quel est ce travail? Il a fondé un royaume islamique. Il bénéficia même dans l'accomplissement de sa mission de l'assistance de certains tribus africains de la zone avec qui il avait conclu des traités d'alliance. Donc ce n'était pas les Arabes seulement, mais il y avait des tribus africaines qui étaient en place, dont il a bénéficié de leur assistance aussi, chose qui lui a facilité la tâche. Donc ce triomphe favorisa l'immigration de certaines tribus arabes vers le royaume. Donc cela a favorisé, a rendu les choses faciles pour certains arabes et certaines tribus arabes à émigrer, à se déplacer vers le royaume. Après cette victoire, Abdelkarim déplaça à Ouara, la capitale du royaume. La capitale du royaume, ce n'était pas à Ouara, mais quand il a eu la victoire sur les Toujours, dont il a déplacé la capitale vers Ouara. Donc, et préparant
la tradition et perpétrant la tradition des Tunjur, la tradition de Kunjur, Tunjur continua à payer l'impôt à l'empire de Darfour durant tout son règne, 1635-1655. Impôt que le roi Yacoub Arousso, 1681-1707, supprimant pendant son règne. Donc vous voyez un peu, donc voilà comment le royaume d'Oudaï a été devenu un royaume islamique à l'aide des autres des groupes africains qui se trouvaient et aussi les Arabes, et comment le pays, le royaume est devenu après qu'il est devenu un royaume islamique. Donc voilà les trois royaumes que nous avons expliqués. Donc les trois royaumes que nous avons expliqués qui ont émergé dans l'Afrique centrale. Il nous reste maintenant d'étudier, donc malgré leur émergence, quelles sont les traces culturelles et de civilisation islamique qu'ils ont laissées. C'est ce qui est très important pour nous, chez nous en histoire. Donc on va dire 4 traces culturelles et de civilisation islamique dans les royaumes musulmans de l'Afrique centrale. Donc lorsque nous analysons, les écrivains nous disent que ces derniers ont émergé dans plusieurs domaines. Et voilà ce que nous allons expliquer parmi ces domaines-là. D'abord, l'adoption de la charia islamique par les royaumes. Deuxièmement, l'adoption de l'arabe comme langue officielle. L'arabe est devenu comme langue populaire de communication. Pourquoi? Suite à l'immigration, d'abord migration des tribus arabes dans les zones, l'adoption de l'islam par les royaumes. Pour bien expliquer cela, nous allons venir à la prochaine page pour bien comprendre comment, parmi les traces de civilisation, d'abord l'adoption de la charia islamique par les royaumes. Tous les royaumes qui étaient en Afrique centrale avaient accepté comme loi la charia islamique. Ils avaient accepté comme source de loi et de jugement par les tribunaux et comme différence de maîtrise des affaires sociales. Donc ça, c'est un développement. Donc deuxièmement, l'adoption de la langue arabe comme langue officielle. C'était accepté comme langue officielle dans tous les royaumes, ainsi que son usage dans les cabinets, les correspondances et d'enseignement. Donc, mais quant à la langue arabe, à la propagation de la langue arabe, qu'est-ce qui a rendu fertile la propagation de la langue arabe et son acceptation comme une langue de communication et de correspondance et d'enseignement? Qu'est-ce qu'elle a accepté? Nous allons expliquer cela en petit a et petit b. Le petit a nous dit il y avait deux facteurs. Donc, langue arabe fut propagée et devenue comme une langue officielle dans ces royaumes de l'Afrique centrale. Il y a deux facteurs qui ont rendu cela fertile. Le premier facteur, c'est quoi? L'immigration des tribus arabes. Depuis le 13e et 14e siècle. Parce qu'il y a beaucoup d'Arabes qui ont émigré du 13e et 14e siècle vers ces royaumes-là. Ces gens étaient venus avec leur langue qui était une langue vivante. Donc, c'est parmi des facteurs à rendre la langue arabe comme une langue officielle. Deuxième facteur, qui est le facteur le plus important, l'islam. Donc, l'islam aussi a rendu, a facilité, a donné de la facilité à rendre facile d'accepter la langue arabe comme une langue officielle dans ces royaumes de l'Afrique centrale. Pourquoi? Parce que tous ces royaumes avaient adopté l'islam comme religion. Tous les royaumes, comme on l'a dit, ils avaient accepté, adopté l'islam comme religion.
Et l'arabe, langue du noble courant, on ne doit pas oublier cela, du saint messager également, et du patrimoine scientifique et culturel de la nation islamique. Ce puissant facteur qui favorisa la propagation et l'extension de l'arabe dans cette zone où des sciences telles que la grammaire et la rhétorique et la littérature arabe et des sciences islamiques telles que le tafsir, hadith et la jurisprudence qui étaient déjà enseignées, donc furent l'objet d'intérêt et de convoitises Ces domaines furent étudiés parallèlement et les érudits de la zone considérant que c'était une condition indispensable pour l'assimilation des sciences religieuses appelées utiles les sciences de la langue arabe. La plupart des rites islamiques s'accomplissant en arabe, les peuples de la région jugeaient que la connaissance de la langue arabe était une des qualités de bons musulmans. Ici à Doner. Donc, ils ont vu tous ces aspects-là. Ils ont vu qu'il est très important d'apprendre la langue arabe. Et c'est ce qui a favorisé la langue arabe jusqu'à ce qu'il est devenu une langue officielle et une langue importante et officielle. L'arabe devint alors la langue des documents officiels, de l'enseignement, de la culture, de la communication, des relations culturelles et la civilisation. Les royaumes en furent l'usage dans leur correspondance extérieure pour consolider leurs relations politiques et culturelles avec le royaume et les États arabes islamiques. Vous voyez, ce sont les deux facteurs qui ont favorisé la langue arabe. Donc on ne doit pas comprendre puisqu'on ne peut pas imposer une langue par la force, il est très difficile. Mais il faut on trouve des facteurs qui vont nous favoriser la langue. Donc c'est ce qui a favorisé la langue arabe dans cette partie de l'Afrique et dans ces royaumes-là. C'est ces deux facteurs-là. Et vous allez constater que c'est le deuxième facteur qui est très puissant, puisque le deuxième facteur est beaucoup religieux, donc il s'est lié au Coran et c'est lié à la compréhension de notre religion. Voilà un peu les traces humanitaires et de civilisation dont, qu'on pouvait dire en Afrique centrale. Donc le cours va s'arrêter ici en disant Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.